Le 20h pour s'informer sur Espace TV. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Il avait été interpellé en marge des violences post-électorales à Conakry. Elhadji Ibrahim Sow a rendu l'âme ce lundi alors qu'il était en détention à la maison centrale. Le ministère de la Justice a apporté des précisions sur les circonstances de sa mort. La Guinée fait partie des 8 pays qui, depuis 2010, se sont améliorés dans tous les secteurs de la bonne gouvernance, selon l'indice Mo Ibrahim. Néanmoins, cette bonne gouvernance a reculé en 2019, contrairement à 2018. Et puis le Sili Junior prendra part au tournoi qualificatif de l'UFOA Zone A de la Coupe d'Afrique des Nations U20 au Sénégal. Le sélectionneur a dévoilé sa liste. Interpellé en marge des violences post-électorales à Conakry, Elhadji Ibrahim Sow, 68 ans, est décédé lundi dernier en détention à la maison centrale. Le ministère de la Justice a apporté des précisions sur les circonstances de sa mort. Reportage à Djene Bemba Koulibaly. Arrêté le 26 octobre dernier à Afia, dans la commune de Dixine, pour attroupement illégal, Elhadji Ibrahim Sow est décédé lundi dernier à 22h à l'hôpital national d'Ignasdine. Contrairement aux rumeurs, le conseiller chargé de la communication du ministère de la Justice assure que le détenu est mort d'une mort naturelle. Le fait Ibrahim Sow est décédé d'une mort naturelle à l'hôpital national d'Ignasdine suite au diabète. Les conditions de détention de M. Sow, comme tous les autres détenus, étaient sur la base du respect sacro-saint des principes, des normes, des lois, des engagements, des conventions relatifs à la détention dans les prisons. Pour l'un des fils du défunt, ce mercredi dans les grandes gueules sur Espace, il est catégorique que son père est mort suite à la torture. Sous l'effet des tortures qu'on lui a infligées à la prison. Quand vous dites des tortures, je viens d'entendre que le papa est décédé à Niasdine. C'est bien sûr il est décédé à Niasdine, mais c'est presque un corps qu'on a déposé à Niasdine. Puisque si toutefois on dépose un malade et qu'il ne remet aucun doigt, il ne parlait rien. Et nous constatons aussi les brûlures sur son corps, les effets de torture. Il y a des preuves, nous avons les images. Une version de photo que le responsable de communication rejette en bloc. Je ne reconnais pas ces photos-là. Nous sommes des vrais habitués au montage, au Photoshop et autres. Des personnes ici, on en a vu beaucoup. Qu'ils prouvent pour preuve, laissez le site internet, allez-y, où ils ont pris ces photos-là, qui vous démontrent à plus B que ces photos-là ont été prises sous les conditions de maltraitance ou de torture de feu Ibrahim Sow et à quel endroit et par qui. Donc, à vous montrer ces éléments, je pourrais faire des commentaires sur ces photos. Mais pour le moment, je ne les reconnais pas et je ne reconnais pas mon institution au sein de ces photos. Sékou Keita souligne que Ibrahim Sow est arrivé à la maison centrale avec un carnet diabétique. L'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré se rappelle de Mamadou Boukeïta, ex-ministre de la Sécurité et ambassadeur de Guinée au Sénégal, décédé des suites de maladies dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 novembre à Conakry. Selon lui, le défunt a été un cadre qui s'est donné pour la nation. Il est au micro d'André Moussi-Milimounou. Je l'ai connu en tant que membre gouvernement de l'art consensus du Premier ministre Biaté. Et après, je l'ai connu parce que ensemble nous avons séjourné au PM3 pour des raisons peut-être différentes, mais en tout cas à l'arrivée du CNDD. Et après, je l'ai connu ambassadeur de la République de Guinée auprès de la République du Sénégal à Dakar. C'est un cadre qui s'est donné pour la nation. C'est la raison pour laquelle j'exprime mes condoléances attristées à sa famille et à tout le peuple de Guinée. Il y a quelques mois, on n'était pas en contact. Je l'ai rendu visite à l'ambassade
de Guinée à Dakar. À son retour, on se voyait de temps à autre. Mais ces derniers temps, je n'avais plus ces nouvelles. Je vous le disais, la bonne gouvernance a reculé en 2019, contrairement à l'année précédente. C'est l'indice Mo Ibrahim qui révèle ce recul de 48,8 contre 49 sur 100 en 2018. Depuis 2010, seuls 8 pays se sont améliorés dans tous les secteurs de la bonne gouvernance. Notre pays, la Guinée, a gagné une place, mais faut-il s'en réjouir pour autant? Un économiste averti souligne qu'il faut relativiser cette performance. Mamadou Sadio Baldé et Tierno Sadouba. Premier indicateur, la sécurité et l'état de droit qui englobe la justice, la lutte contre la corruption, la liberté d'expression. Deuxième indicateur, la participation et l'inclusion. Les fondements pour les opportunités économiques sont au troisième indicateur. Et le dernier, c'est l'indice du développement humain. Sur tous ces critères, la Guinée n'a pas atteint la moyenne. Pour le premier indicateur, la Guinée, c'est-à-dire sécurité, état de droit, et l'état de droit, la Guinée avait 43,4% sur 100. Sur la participation, on a 38,3%. Fondement d'opportunité, on a 43%. Développement humain, 45,2%. Ce qui nous donne une moyenne de 42,5 sur 100. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la moyenne. Toute une décennie, la Guinée a obtenu 1,3%. Le pays a certes avancé d'une place par rapport à 2018, mais l'horizon est encore sombre comparé aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Ceci dit, la Guinée est classée 39e sur 54 pays, et sur 54 pour l'Afrique dans son ensemble, et 14e sur 15 en Afrique de l'Ouest, donc dans l'espace CEDEAO. Une autre information, c'est que l'écart que la Guinée a enregistré sur la décennie est de 1,3%. En matière de gouvernance, les pays des océans, affirme l'universitaire, ont réussi à bâtir des administrations saines et surtout efficaces. Vous avez en premier lieu l'île Maurice, ensuite il vient le Cap-Vert et le Seychelles. Ce sont les 3 premiers pays en matière de gouvernance en Afrique. Ensuite, il y a le Botswana. Le Botswana, qui certes n'est pas un grand pays, mais donc quand vous regardez les économies de ces pays, ce ne sont pas de très grandes économies. Mais l'avantage de ces pays, c'est d'avoir créé des administrations véritablement indépendantes. Faut-il souligner que sur les 10 ans, la Guinée est restée toujours 14e sur les 15 en Afrique de l'Ouest. Le comité de pilotage du Fonds de développement industriel et des PME, FODIP, a fait le point de ce mercredi de la première phase du programme d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises. Durant cette première phase, le FODIP a assisté plus de 136 structures impactées par la pandémie du Covid-19 pour plus de 700 emplois directs et indirects préservés. Idrissa Barry et Amar Alexila pour plus de détails. Depuis l'opérationnalisation du programme d'appui au groupement d'intérêts économiques par le ministère de l'Industrie et des PME à travers le FODIP, plus de 136 structures ont pu accéder à un prêt remboursable via les institutions financières. Ceci pour assurer la continuité de leurs activités tout en préservant des emplois. Environ 700 emplois directs et indirects qui ont été sauvés, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Donc ceci dit, on ne va pas se limiter à mi-chemin, c'est la première phase et les prochaines étapes consisteront essentiellement à apporter une assistance technique aux bénéficiaires pour s'assurer de leur capacité d'absorption de ces fonds, de la façon dont ces fonds vont être gérés et utilisés à bon escient. Pour y arriver, le comité de pilotage de FAGIE a mené plusieurs activités, notamment la mise en place de la plateforme digitale pour les demandes et le traitement des dossiers, la signature de conventions de gestion de crédit avec les institutions financières et la signature d'accords de partenariat. Le secrétaire général du département de l'industrie insiste sur le suivi de ce programme par ce comité de pilotage. Si le comité de pilotage a été
très dynamique pour donner les fonds. Il faudrait qu'il mette en place un dispositif qui lui permette de s'assurer que les entreprises qui ont bénéficié de ces ressources, que ces entreprises-là ont effectivement passé le cap du risque de fermeture, puisque c'était ça l'objectif du gouvernement. Dans les prochaines phases, le programme compte élargir la mission d'identification, d'accompagnement et de financement des groupements d'intérêt économique et des entreprises évoluant dans les régions pour un objectif de 750 bénéficiaires, dont 55 en région. Il va aussi consister à étendre l'accès du programme d'appui au secteur informel. Ouverture d'un séminaire de formation des travailleurs sociaux ce mercredi au centre de formation sociale appliquée de Jean-Paul II de Taouia, l'initiative du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables en collaboration avec l'UNICEF. Durant 2 semaines, 85 agents sociaux seront outillés en stratégie et compétences sociales durant 2 semaines. Ali Badara Kamara et Aboubakar Keke Bangoura. Ils sont au total 85 travailleurs sociaux à bénéficier de cette formation en stratégie et compétences sociales dans le cadre de leur intervention auprès des personnes vulnérables et victimes des formes de violence dans le pays. En Guinée, selon la dernière étude d'enquête démographique de santé, 81% des filles et femmes dont l'âge varie entre 15 à 64 ans ont été victimes d'une forme de violence. 56% des femmes ont subi au moins d'une forme de violence physique au cours de leur vie. D'où la nécessité pour le ministère de l'Action sociale et les partenaires d'initier ce présent séminaire de formation en travail social. Nous cherchons à atténuer la douleur qui affecte nos concitoyens. Cela passe par la communication. Cela passe par les échanges pour que les citoyens qui sont affectés par toute forme vraiment de fléau, que ce soit la maladie, que ce soit les violences, que ce soit je ne sais pas quel autre fléau, puis-je citer ici, que ces fléaux soient atténués. L'UNICEF est cette institution toujours présente auprès du département en charge des personnes vulnérables en Guinée lorsqu'il s'agit de la prise en charge des personnes en état de vulnérabilité. Plusieurs actions sont entreprises par le ministère de l'Action sociale et ses partenaires, dont l'UNICEF et l'OIM. La représentante adjointe de l'UNICEF rappelle la place de ce séminaire. Ce séminaire est important parce qu'il va permettre de donner aux travailleurs et aux agents les compétences et les qualifications nécessaires pour un accompagnement de qualité et adéquat pour toutes ces personnes qui sont rendues vulnérables par des situations de crise, par la pauvreté, par la maladie. En termes de gestion sociale, ils sont les plus proches des personnes vulnérables et victimes d'une forme de brutalité et des personnes à capacité réduite dans la société. Pour une intervention sociale et efficace, ces agents bénéficieront des approches d'orientation devant leur permettre de remplir leurs tâches à caractère social. Le premier thème, c'est d'abord le cadre général, l'orientation. Qu'est-ce que c'est qu'un travail social? Il faut qu'on soit bien d'accord pour ça. Qu'est-ce qu'on met dans ce concept-là? Qu'est-ce qu'on met dans le concept intervention sociale? Une fois que c'est clair, on verra maintenant quel est le cadre, ce qu'on appelle la politique sociale, la configuration au sein de laquelle interviennent et le ministère et les agents. Selon la dernière étude d'enquête démographique et de santé, 89% des enfants ont connu une forme de discipline violente. 46% des enfants n'ont pas obtenu leur acte de naissance en Guinée. Un reportage de Ali Badara Kamara. Encore le choc et la consternation au quartier Yimbaya Manguebouni, c'est dans la commune de Matoto. Un incendie provoqué par un court-circuit n'a pas fait de mort, mais tous les objets ont été consumés dans une maison de 3 pièces. Le drame s'est produit hier mardi aux environs de 16h. Mariam Fodé Kamara et Tcherno Sadouba pour les détails. À Yimbaya Manguebouni, une maison de 2 chambres salon est partie en fumée mardi soir. De la bibliothèque au fauteuil jusqu'aux habits, tout a été consumé par le feu.
Un court-circuit serait à l'origine, nous a témoigné le chef de famille. L'incendie a été provoqué par un coup de circuit à partir du plafond. Et c'est ce qui a pris non seulement la chambre de mes enfants, y compris le grand appartement que ma famille, le reste de ma famille et moi, j'étais obligé de quitter. Massouma était aussi présente quand l'incendie s'est produit. J'étais assise dehors auprès de mes petits-enfants. Ma fille aussi était assise dans la chambre. J'ai entendu des cris. Je suis rentrée pour voir. Elle m'a dit que le feu a pris la maison. C'est ainsi qu'on a fait appel aux sapeurs-pompiers, mais ils ont eu des difficultés pour accéder à la maison. À cause de l'état des routes, ils ont trouvé qu'une bonne partie de la maison est consumée. Cette famille a tout perdu aujourd'hui. Sur le visage de la mère de famille, le choc est perceptible. Elle en appelle aux bonnes volontés pour se remettre de ce drame. Nous avons tout perdu. Les habits avec lesquels je suis revenue de la ville, c'est tout ce que j'ai. Donc j'appelle les bonnes volontés, le gouverneur, le maire, les chefs de quartier, même le gouvernorat pour nous aider. Nous avons trop souffert. Chercher des choses durant des années et que le courant vienne tout détruire, c'est dur. Ces derniers temps à Conakry, notamment au quartier Yimbaya, où 3 personnes ont péri dimanche dernier dans un court-circuit. Les déchets plastiques produits par les ménages et les unités industrielles sont abandonnés à l'air libre sans aucune politique de collecte, de transformation ou de recyclage pour des fins utiles, ont fait remarquer des observateurs locaux. À l'occasion de la Semaine nationale de l'assainissement, les acteurs impliqués se sont réunis autour du thème « Comment combattre la prolifération des déchets plastiques, ménages et les unités industrielles ». Mohamed Valek Touré et Lamine Silla, reportage. Ils sont nombreux les Guinéens choqués par l'incendie qui s'est produit à Yimbaya dimanche dernier. À la rencontre de Keita, spécialiste en prévention des risques et des catastrophes, il explique que la problématique de la gestion de l'énergie en Guinée ne tient pas compte des réalités actuelles. Au regard de l'évolution des méthodes d'exploitation modernes des réseaux et de l'évolution sans cesse du besoin des clients, et il va sans dire que l'aspect sécuritaire prenne une place de choix dans n'importe quelle loi qui doit gouverner ces secteurs. De nombreux cas d'incendie ont endeuillé des familles dans la capitale. Triste réalité, selon ces spécialistes, l'État doit prendre sa responsabilité dans la réglementation des installations électriques, puis renforcer les connaissances des agents dans l'installation électrique. Cependant, il n'y a pas que ça seulement. Aux importateurs d'importer des matériels de bonne qualité qui sont appropriés à une bonne installation. Aux utilisateurs d'utiliser l'électricité avec beaucoup plus de responsabilité. Éviter de surcharger les appareillages, éviter de brancher ou de laisser brancher les appareils en l'absence de l'électricité. Notre interlocuteur invite les consommateurs à utiliser à bon escient l'électricité, éviter des mauvais comportements de nature à favoriser des incendies. Quand nous assistons à l'écrasement de certains conducteurs ou de certains câbles par nos armoires ou bien des tables qui écrasent et détruisent complètement l'isolation. Et quand l'isolation est détruite, les deux conducteurs qui sont à l'intérieur du même câble peuvent se toucher. Quand ils sont sous tension, c'est ce qui provoque le court-circuit. Conakry connaît ces derniers temps une démographie galopante. Les conditions d'utilisation de l'électricité doivent amener les autorités à intégrer les besoins de la population. Contrairement aux années précédentes, il relève du constat que les habitants de la capitale connaissent une amélioration de la desserte en électricité. Vous l'avez compris, nous reviendrons sur cet élément, sur les déchets plastiques, dans nos prochaines éditions d'information. Et je vous le disais, le sélectionneur national du Sili Junior a dévoilé au cours d'une conférence ce mercredi sa liste de 28 joueurs, des joueurs qui prendront part au tournoi qualificatif de l'UFOA, zone A, de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Et cette compétition aura lieu au Sénégal à partir du 20 novembre prochain. Alceni Baldé, reportage.
Le sélectionneur du Sili Junior a fait appel à 5 joueurs professionnels dans le but d'étoffer son effectif. Le joueur numéro 10, Zaidan Pierre, défenseur, Nîmes Olympique. Le joueur numéro 15, Bangoura Sekou Tidjani, milieu, Bassachir. Le joueur numéro 27, Berete Ibrahima Sori, attaquant, PSV Eindhoven. Le joueur numéro 27, Touré Alia, Bassachir, attaquant. Le joueur numéro 28, Touré Momo Fagné, attaquant, Fremad Amagera. Yambobo Baldé a expliqué aussi les raisons de l'absence d'Algassi Mouba sur la liste des joueurs sélectionnés. On m'a communiqué une information pour me dire qu'il doit suivre des examens parce qu'il a une douleur. Par rapport à ça, donc, il est sorti du côté sportif. On l'a mis au côté médical. Et après ce que me dit le docteur, il serait pour l'instant pas apte à pouvoir faire la compétition. L'ancien défenseur du Sili national évalue également les chances de son équipe face à ses adversaires. Bobo Baldé ne s'avoue pas vaincu avant la fin de la compétition. Je suis fier que ça a été d'abord organisé en Guinée. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à jouer dans cette compétition, j'ai commencé quand on a joué en Guinée. Donc je suis fier. Et donc je donne beaucoup de valeur à cette compétition. Et j'espère qu'on va partir là-bas pour la gagner. Le Sili national U20 s'envole pour Dakar ce mercredi soir. La sélection nationale junior évoluera dans le groupe B en compagnie du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau, tandis que le Sénégal, la Gambie et la Sierra Leone composent la poule A. Seul le vainqueur du tournoi se qualifiera pour la phase finale de la CAN U20 qui se déroulera en mars 2021 en Mauritanie. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Prochaine édition à 22 h. Portez-vous bien et bonne soirée sur Espace TV.